Et sans plus attendre, je passe la parole à celui qui est chevalier des arts et des lettres, à celui qui fut responsable des events pour Expo 02, à celui qui est syndic de sa ville de Nyon et président du Paléo Festival. Daniel, tu as la parole. Merci Daniel. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être ici à Martigny par cette belle journée ensoleillée. Et puis j'ai trouvé intéressant que la foire du Valais souhaite mettre un peu de culture dans la manifestation. Notez qu'on met parfois de la foire dans la culture aussi. Donc le lien n'est pas si incongru que ça. Et on aura l'occasion d'en parler notamment par rapport à tout ce qui est lié à la dimension sociale d'un événement, quel qu'il soit. J'aimerais évoquer là l'idée de l'ancrage d'une manifestation, en l'occurrence le Paléo Festival, dans le tissu économique régional. C'est quelque chose qui est un élément qui est très important sous l'angle économique, mais aussi sous l'angle de l'identité et de la convivialité, de la vie communautaire. Si j'essaye de dire, pour faire un peu le portrait de notre manifestation, 41e édition cet été, un nombre impressionnant de groupes, plus que 3300 groupes, chanteurs, orchestres, troupes que nous avons déjà accueillis pour... On a essayé de faire le compte, il n'est pas garanti, mais plus de 4600 concerts et spectacles sur scène, sans parler de toutes les animations. Et puis nous avons dépassé le chiffre des 6 millions de spectateurs. En fait, en 2 mots, notre festival, c'est une ville éphémère de 50 000 habitants pendant 6 jours. Comment est-ce qu'on arrive à ça ? Eh bien, c'est qu'il y a les spectateurs, mais il y a aussi beaucoup d'autres acteurs, je vais vous les décrire tout à l'heure, qui interviennent dans une manifestation comme celle-ci. Notre festival se déroule sur 5 communes différentes, sur à peu près 85 hectares, et qui comprennent à la fois les parkings, le camping et le terrain même du festival. Et puis, c'est un budget de l'ordre de 25 millions de francs suisses. Paléo, c'est un peu plus de 60 postes de travail à l'année. C'est une manifestation, je l'ai dit, qui accueille 50 000 personnes par jour, dont 10 500 qui sont accréditées. Ça veut dire 10 500 personnes qui, pour une raison ou une autre, sont impliquées dans l'organisation du festival. On a également plus de 3 000 invités par jour et entre 500 et 4 000, bon, le record c'est 5 700 enfants de moins de 12 ans sur le terrain. Si on fait le calcul, ça veut dire qu'il y a déjà, à part les enfants, 14 000 personnes qui sont sur le terrain avant que le premier spectateur payant arrive. Ce qui explique qu'avec environ 36 000 spectateurs qui ont acheté un ticket, nous arrivions à ces chiffres. Dans les 10 500 personnes qui ont un rôle à jouer dans le festival, un peu moins de 5 000 sont des collaborateurs bénévoles. C'est un élément essentiel d'organisation du festival. On parlera après du lien entre la culture et l'argent, qui est assez complexe par ailleurs, mais dans le cas précis, ça fait partie de l'identité. C'est une évidence. De toute façon, au départ, on n'avait pas pu imaginer que ça puisse se passer autrement. On a plus de 500 journalistes, et ça, c'est un élément qui est assez intéressant, parce qu'évidemment, plus de 500 journalistes accrédités chaque année, c'est une chance, parce que ça favorise la médiatisation de l'événement, c'est clair, ce qui peut-être contribue aussi au succès, puisqu'on vend tous les billets en quelques minutes. Mais évidemment que ça a aussi un effet par rapport
à tout ce qui pourrait se passer sur le terrain du Paléo Festival. Le même incident qui pourrait avoir que quelques lignes s'il se déroule à la gare de Genève, Zurich, Berne ou Lausanne, va avoir un impact beaucoup plus grand dans la manifestation parce qu'il y a une caisse de résonance médiatique extrêmement forte. Il y a un autre élément, c'est qu'on n'a pas le droit de se rater. Avec autant de caméras, de micros, d'appareils photo, de journalistes, de la presse écrite ou de tous les nouveaux médias qui sont présents, si on a un couac ou si on a un problème, je peux vous assurer que ça ne va pas rester inaperçu, quoi. Et si on essaye de faire une innovation, on a intérêt à ce que ça fonctionne du premier coup parce qu'on n'a pas les moyens, de l'essayer dans un laboratoire, comme ça se fait d'habitude, et on doit le faire à l'échelle 1 tout de suite, et vous avez plus de 500 journalistes qui observent dès la première minute si ça marche ou si ça ne marche pas, quoi. Donc, évidemment, ça met une pression supplémentaire, mais c'est un élément que je considère néanmoins comme extrêmement positif, et pour nous, c'est une chance d'accueillir autant de journalistes. Maintenant, parlons de l'ancrage local. Nyon est une ville qui a une identité assez forte grâce à beaucoup d'événements culturels, grâce au tissu associatif, aussi aux activités sportives et économiques. Nyon a une capitale politique, c'est Lausanne, dans le canton de Vaud, mais une capitale économique, c'est Genève. Donc une situation un peu particulière, mais il y a une évidence, c'est qu'il y a un ancrage local extrêmement fort. Pour vous donner une idée, le district de Nyon, c'est 90 000 habitants et on vend 60 000 billets dans le district de Nyon. En quelques mots, la PME de Paléo, donc on a un peu plus de 60 postes de travail qui correspondent à l'équivalent de 45 temps plein, mais on favorise aussi la formation puisqu'on a une douzaine de postes de stagiaires et d'apprentis. Et puis on travaille avec 37 sociétés sportives ou culturelles qui tiennent des bars pendant le festival, des bars qui sont tenus pour le compte de Paléo, mais les associations reçoivent un montant qui peut être augmenté par des bonus en fonction du résultat à la fois du festival et de leur bar. Pour donner une idée, on a 1275 collaborateurs qui viennent de Nyon même, mais beaucoup qui viennent d'ailleurs. Si vous faites le calcul, à peu près un tiers de collaborateurs viennent de notre district et les 2 tiers d'ailleurs, et ça correspond presque à la proportion de spectateurs. Maintenant, par rapport à la ville de Nyon, et si on veut évoquer peut-être les liens entre la culture, l'économie et le tourisme. Là, j'aimerais vraiment insister sur un élément qui n'est pas quantifiable. C'est la dimension sociale ou c'est l'élément identitaire. Dans un bilan, vous n'allez jamais avoir la culture d'entreprise. Et pourtant, c'est une valeur considérable. Vous n'allez pas avoir dans un bilan la renommée positive ou la réputation d'une ville, d'un événement, d'une entreprise. Et pourtant, c'est quelque chose qui est très important. La culture d'entreprise, on l'avait bien compris pour ceux qui ont vécu la fin de Swissair, par exemple, que c'était une entreprise qui avait une identité extrêmement forte, qui valait des fortunes au bilan et qui a été anéantie en très peu de temps. Il y a d'autres entreprises qui ont un élément là aussi très important. Et puis la dimension sociale, j'aimerais m'y attarder 2 minutes parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui n'est pas quantifiable. Vous avez dans tout élément culturel ou sportif ou grand événement, il y a un certain nombre de spectateurs qui viennent pour le contenu de l'événement. Et puis il y en a beaucoup d'autres qui viennent un peu par curiosité. Et puis il y a les autres qui viennent parce qu'ils sont entraînés par le groupe social ou par un leader ou par d'autres gens et parce qu'ils ont envie de rencontrer des gens. Si vous voulez, juste pour illustrer la dimension sociale, comment elle est importante pour le succès d'un événement.
vous aviez le festival de la BD de Sierre. Évidemment que je ne vais pas commenter la décision des autorités sierroises de ne plus soutenir l'événement, mais j'aimerais évoquer le transfert de cet événement à Lausanne. Ça faisait grosso modo 35 000 spectateurs par année. Là-dessus, il y avait un tiers qui étaient des gens qui étaient mordus de BD, probablement un tiers de curieux, et puis le dernier tiers de gens qui venaient un peu faire la fête parce qu'ils avaient la certitude de rencontrer des copains, des amis et des personnes qu'ils connaissaient en venant à l'événement. Au moment où l'événement a été, entre guillemets, racheté par Lausanne, la première édition de BDphile, il y avait juste les 12 000 personnes qui étaient intéressées par le contenu qui était la BD. Tous les Sierrois qui allaient à la fête de la BD, évidemment, ne sont pas allés à Lausanne parce qu'il n'y avait plus cette dimension sociale. Et je pense que c'est un des facteurs du succès du Paléo Festival, c'est que c'est beaucoup plus qu'une suite de concerts, c'est beaucoup plus que seulement de la musique. Il y a beaucoup d'autres éléments qui favorisent les rencontres, qui favorisent une ambiance, qui favorisent le bien-être, je dirais, des gens. Et ça, c'est un élément qui est important. Un événement culturel, mais aussi sportif ou plus largement un événement comme la Foire du Valais est identitaire, c'est certain. Et ça participe à l'identité d'une région, à l'identité d'une ville ou d'une communauté. C'est un élément qui est un facteur de notoriété, un facteur d'intégration, parce que c'est une occasion pour les gens de se rencontrer, et un facteur identitaire extrêmement fort. Au niveau de la notoriété, bien sûr que c'est variable, mais au-delà des plus de 500 journalistes que nous accréditons, il y a genre 25 chaînes de télévision, évidemment que ça va faire beaucoup d'éléments, mais il y a aussi tout ce qui est fait maintenant par les réseaux sociaux, par les nouveaux médias. Alors même si on est submergé et que parfois il y a une info-obésité, il y a quand même des éléments qui sont très forts. Et quand il y a une fête, un festival, c'est certain qu'il va y avoir des retombées qui sont importantes en termes de notoriété. Mais il y a aussi des retombées économiques qui vont être très, très appréciables. Je vous ai dit, le budget de Paléo est de l'ordre de 25 millions. C'est sûr qu'il y a des cachets qui partent à l'autre bout du monde ou pour des stars anglo-saxonnes en Angleterre, aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'argent qui va rester dans la région, ne serait-ce que par rapport aux postes de travail et par rapport à tous les produits qui sont achetés ou les fournisseurs que nous favorisons dans la proximité autant que faire se peut. En deux mots, et ça donne une idée aussi du rapport avec l'argent. Pour nous, ça a toujours été un moyen et pas un but. Depuis le départ, c'était notre idéal. C'est qu'on avait besoin d'argent pour faire un festival, mais qu'on ne souhaitait pas, en tout cas, ce n'était jamais l'idée d'utiliser le festival pour faire de l'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir compter, parce que ça reste une entreprise culturelle, certes, mais ça reste quand même une entreprise avec du sponsoring. Pour nous, le but, c'était de ne pas avoir plus que 15% de notre budget total qui sont sponsoring pour ne pas être trop dépendant ou être à la merci d'un partenaire principal. D'ailleurs, la raison pour laquelle on a 3 sponsors et pas un seul principal, et qu'ils sont étalés dans l'année, dans la durée, et on privilégie la fidélité. Le but, c'est d'éviter que tout d'un coup, effectivement, si on a un seul grand sponsor, et le jour où il dit la musique, ça m'intéresse moins et j'aimerais aller sur un autre type d'événement, on pourrait avoir des très grandes difficultés. L'idée aussi, c'est de travailler dans la durée avec des contrats sur une certaine durée qui sont espacés. Ça veut dire qu'on évite d'avoir un risque trop grand. Maintenant, si j'essaie d'évoquer ce métier d'entrepreneur culturel, d'abord, c'est assez particulier. On n'aime pas trop
évoquer l'argent dans la culture, souvent on est un petit peu mal à l'aise. On dit d'ailleurs que quand deux personnes fortunées se rencontrent, elles parlent d'art, et quand deux artistes se rencontrent, ils parlent d'argent. Et c'est vrai que c'est un peu particulier. Pourtant, l'argent est un élément nécessaire, un élément important. Et puis, si le fait d'être entrepreneur culturel est un peu particulier. Aux États-Unis, au Canada, il n'y a aucun problème. Les gens, ils assument ça parfaitement bien. On parle de l'industrie du spectacle, même assez facilement. On est un peu plus pudique en Europe par rapport à ces éléments. J'aimerais peut-être juste vous raconter un tout petit peu l'historique de mon parcours, qui vous permettra un peu peut-être de comprendre un peu l'évolution. J'ai organisé mon premier concert, j'avais 19 ans. J'étais à l'école d'ingénieur, je travaillais à mi-temps, c'est-à-dire tous les soirs et tous les week-ends, dans une sorte de maison de jeunes, qui est un centre de loisirs. Et j'avais choisi d'essayer de faire découvrir la musique et d'élargir l'horizon musical à des adolescents qui autrement écoutaient du même morceau du lundi au vendredi. Et puis, j'avais eu l'idée d'organiser un concert parce que j'étais passionné de musique, et en faisant en sorte que tous les adolescents qui fréquentaient le centre aient une activité, depuis le dessin de l'affiche jusqu'au nettoyage après le concert. Et là, j'ai vu la magie du spectacle. Des adolescents qui n'avaient aucune motivation. Vous avez peut-être connu l'âge beauf, à peu près 10 mots de vocabulaire en tout et pour tout, envie d'à peu près rien. Et puis là, tout d'un coup, ces ados, ils avaient des étoiles dans les yeux, et ils avaient envie de faire quelque chose, et ils étaient extrêmement motivés. Et après ce premier concert, évidemment, il y a eu des idées d'en faire d'autres. J'ai accumulé quelques déficits. J'ai fait des progrès spectaculaires en comptabilité quand l'oncle Paul a commencé à s'occuper de mes factures. L'oncle Paul, c'est l'office des poursuites. Hein. Et là, évidemment, il fallait commencer à faire attention. Des moments de dette, des moments où il a fallu le courage d'aller trouver des fournisseurs qu'on ne pouvait pas payer. Même d'ailleurs, quand j'ai lancé le premier festival en plein air, je suis allé trouver des fournisseurs en disant non seulement que j'avais du retard dans la facture et que je n'allais pas la payer, mais qu'en plus j'allais leur confier beaucoup d'autres commandes ou beaucoup d'autres travaux, parce que je me lançais dans un truc qui était un peu fou. Évidemment, il fallait avoir confiance, et des fournisseurs ont eu confiance, ils ont été récompensés. J'ai travaillé pendant très très longtemps après avec eux. Ils ont fait de très gros chiffres d'affaires, évidemment, après, quand le festival a grandi, mais il y avait une part de risque. Et ce premier festival en plein air, en 1977, évidemment, était assez incroyable, puisqu'on espérait 10 000 personnes, on en a eu 16 500, ce qui nous a permis de rembourser tous les copains, les copines et tous les gens qui nous avaient prêté de l'argent. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, quand on a cherché de l'argent auprès des banques, on avait besoin d'au moins 50 000 francs pour pouvoir payer quelques acomptes. Je n'ai pas osé demander autant. Donc on a demandé 20 000. Il y avait 11 banques à Nyon. J'ai fait la tournée de toutes les banques. Elles ont toutes dit non, sauf une qui a fini par dire oui pour 5 000 francs, à condition qu'il y ait une caution solidaire de 3 personnes. On a dû aller à 3 chez le notaire, même à 4, parce qu'un copain, un vieux de 25 ans, venait de se marier. Il a dû faire venir sa femme pour la caution, pour 5 000 francs, quoi, hein. Notez, et puis ça, c'était après une longue leçon de morale. Hein. Et quelques années après, sur les 11 banques, il en restait plus 4. Mais nous, on était toujours là, quoi. Donc, pour dire que le rapport les gens sérieux sur le plan économique ne sont pas toujours où on le croit, quoi. Et en tout cas, dans le cas précis, on a pu le montrer. On a dû déménager à Las en 1990. C'était un moment très difficile. On était pris en 2 promoteurs immobiliers. On était on louait un terrain. On était otage d'une bagarre entre 2 promoteurs immobiliers. Les autorités de l'époque n'ont pas voulu nous soutenir parce que pour elles, les promoteurs immobiliers, ça, c'était des gens sérieux, tandis que nous, on était un peu des saltimbanques. Et ce festival, peut-être, c'était qu'un feu de paille qui n'allait pas durer si longtemps. Quelques années après, ces 2 promoteurs ont fait des faillites retentissantes, laissant des ardoises colossales.
l'un à la banque cantonale vaudoise, l'autre à la banque cantonale de Genève, quoi. Et pendant ce temps, ces banques ne voulaient pas nous prêter de l'argent, quoi. Donc, pour dire qu'il y a quand même une certaine méfiance des milieux économiques par rapport à une activité qui est finalement nettement moins risquée que peut-être d'autres qui ont l'apparence du sérieux, quoi. Si j'essaye de voir les clés du succès, peut-être que par rapport à des éléments, il y a beaucoup d'éléments qui sont très proches d'une entreprise, entre guillemets, normale. Il y en a quelques-unes qui sont un peu différentes. Innover, surprendre, séduire, je pense qu'on aurait pu l'appliquer à plein d'autres entreprises. Une entreprise qui n'innove pas, c'est sûr qu'à terme, elle est condamnée. Une entreprise qui n'a pas des produits qui peuvent séduire, ça ne va pas marcher au bout d'un moment. Et c'est vrai qu'il faut surprendre. Pour nous, c'est une évidence. Au départ, le public représentait directement ou indirectement 97% de nos recettes parce qu'on n'avait aucune subvention, on n'en a toujours pas d'ailleurs, et on n'avait pratiquement aucun sponsoring. Aujourd'hui, on a un peu plus de sponsoring, toujours pas de recettes autres. Donc, le spectateur contribue à plus de 80% de nos recettes de manière directe ou indirecte. Et c'est clair que si on n'est pas capable de le surprendre et de le séduire, on va le perdre. Pourquoi il faut le surprendre? Parce qu'un spectateur, en fait, il aime bien avoir des rituels, il aime bien avoir des repères, donc il n'aimerait pas que ça change trop. Mais si vous ne changez pas, il va trouver au bout d'un moment que ça s'ennuie et puis que c'est toujours pareil et que ça ne vaut pas la peine. Donc il faut trouver le bon équilibre pour le surprendre avec un certain nombre de nouveautés sans lui faire perdre ses repères ou les opportunités de rituels, quoi. L'autre élément, c'est des promesses tenues. Vous savez, dans un événement, il y a tout d'un coup beaucoup de stress parce qu'on ne peut pas faire comme en politique où si un projet n'est pas prêt, c'est pas grave, on le présentera un peu plus tard. Là, vous avez un concert qui débute le mardi à 16h. Vous avez les portes qui vont s'ouvrir et vous allez avoir 50 000 personnes qui vont être là. Donc, il n'y a pas le choix. Et on ne peut pas trouver des excuses puis dire on n'est pas prêt. Non, on doit absolument être prêt. Donc, et avec une pression pareille, des fois on pourrait faire des promesses et puis ces promesses qui ne seraient pas tenues, et là c'est quelque chose qui pourrait être brûlé, quoi. Et on est obligé de faire des choix responsables et d'assumer ces choix. Un autre élément vraiment très important, c'est l'affirmation et la défense de l'identité. Si on est suiveur de mode, on est toujours en retard. Donc c'est mieux d'avoir une identité. Et tant pis si des moments on est un peu moins à la mode, mais d'avoir une identité, une ligne claire, avec ça on a bien plus de chances de rester. Donc une des caractéristiques essentielles, c'est vraiment l'enthousiasme, la passion. Des fois, je me souviens d'avoir une conviction inébranlable dans certains domaines, parce que si on n'a pas cette passion, si on n'a pas cette conviction et qu'on se laisse déstabiliser par le premier venu, ou qu'on n'est pas capable de supporter des ricanements de gens qui imaginent que ça ne marchera jamais, évidemment que si on ne résiste pas à ce genre d'épreuve, il y a peu de chances qu'on puisse réussir. Puis je pense qu'une des principales clés du succès, si ce n'est la principale, ce sont les valeurs. Au départ, on était toute une équipe de copains et des copains de copains. Les valeurs, elles étaient évidentes, partagées de manière totalement naturelle. Et puis, au bout d'un moment, évidemment que c'était un peu plus grand. Quand on a dépassé les 1000 collaborateurs, et puis maintenant près de 5000, évidemment, on a fait une charte des valeurs, on a fait en sorte que tout le monde partage certaines valeurs. Et ces valeurs, elles sont essentielles. Et probablement, c'est un des éléments le plus important de Paléo. Le respect. Pendant longtemps, ce mot, on avait le sentiment qu'il n'y a que les curés ou les pasteurs qui avaient le droit de le prononcer. Et nous avons toujours utilisé le mot respect. Le respect du spectateur, le respect des collaborateurs, le respect des artistes, sans idolâtrie, hein, juste un respect normal, de manière à ce qu'il y ait la meilleure prestation possible sur scène, le respect de l'environnement. Mais ça, c'est des valeurs qui doivent impérativement être partagées. En tout cas, c'est notre credo. Et c'est quelque chose qui a vraiment peut-être fait la différence et qui contribue à la qualité de l'accueil
Et la qualité de l'accueil est finalement un élément primordial. Et je vous donnerai encore juste un chiffre, puisqu'on doit parler un peu d'économie. Pendant les 6 jours du festival, les bars et les stands de nourriture font un chiffre d'affaires qui est voisine entre 9 et 10 millions selon les années et les conditions météo. C'est donc un bistrot qui marche pas mal pour 6 jours. Hein. Mais c'est un élément qui est évidemment lié à la dimension sociale de l'événement. Et juste ce chiffre vous donne une idée du fait que Paléo est une entreprise culturelle avec évidemment beaucoup de concerts, mais aussi un certain nombre d'autres éléments qui contribuent, parce que comme nous gérons directement ou indirectement, mais avec des retombées financières, tout ce qui est nourriture et boisson, c'est un des éléments qui nous permettent de maintenir des prix des billets qui sont de manière générale plus faibles que pour un concert ou pour d'autres festivals, et c'est aussi une des clés du succès. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire partager un petit peu l'esprit et la philosophie de notre festival, et je vous remercie encore beaucoup de votre invitation et de votre attention. Merci Daniel.